Bonjour Monsieur Hassan Cherared. Merci d'avoir accepté de répondre à la RDHD. Tout d'abord, je pense que tous nos auditeurs vous connaissent, mais j'aimerais quand même vous présenter rapidement. Vous étiez employé à la Poste de Djibouti et vous étiez au syndicat et membre syndicaliste et même vous aviez des fonctions importantes. Vous avez été contraint de quitter le pays parce que vous étiez victime de harcèlement, comme la plupart des syndicalistes authentiques. Je dis authentiques parce que le gouvernement crée des clones, mais ça, on va en parler après. Vous êtes en Suisse et vous êtes surtout président du PADD, le Parti djiboutien, démocrate djiboutien. Et puis, vous animez le site hch24.com dans lequel vous écrivez un certain nombre d'articles très percutants sur la situation à Djibouti et dans la Corne de l'Afrique. Vous avez publié un certain nombre d'informations sur la famille ou la belle famille du président Guelleh et vous avez été convoqué par le tribunal suisse pénal le 30 août. On va parler de tout cela. Mais déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur ce portrait? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est exact. Bien. Alors, vous avez été convoqué au tribunal pénal comme partie civile ou comme défenseur. Prévenu ou plaignant. D'accord. Alors, racontez-nous un peu ce qui s'est passé, le fond de cette histoire. Oui. D'abord, je remercie l'ARDH de m'avoir donné la parole et je remercie aussi M. Jean Louchal qui est devant moi aujourd'hui. La RDH a beaucoup contribué à la défense des droits de l'homme à Djibouti, de longue date même. Et tous les Djiboutiens sont reconnaissants en fait à ce soutien, à votre soutien, le soutien que vous avez fourni pendant longtemps aux Djiboutiens. Donc, si je reviens à notre interview, comme vous avez dit, je suis animateur d'un blog qui s'appelle hch24.com. Et ces blogs, je publie des articles pertinents sur le régime djiboutien, particulièrement des articles qui parlent du trafic d'armes, drogue et terrorisme dans les cornes de l'Afrique, et plus particulièrement la Somalie et Djibouti. Tout à fait. J'avais publié vers le début de 2020 un article où je parlais d'un homme qui s'appelle Tommy Tayero Nikos, qui est marié à la fille d'Ismaïl Omar, Fadouma Awo Ismaïl Omar. Cet homme qui est d'origine ivoirienne, qui a grandi dans la commune de Sarcelles à Paris, est arrivé à Djibouti vers 2011-2012, quand il s'est marié, quand il a fait la connaissance de la fille Fadouma Awo. D'après la presse, d'après beaucoup de journaux, de publications que j'ai vues sur le net et d'autres sources que j'ai eues en France, il était videur dans un nightclub en fait en France, à Paris, et c'est là-bas qu'il a connu la fille d'Ismaïl Omar. Donc, actuellement, il travaille pour Ismaïl Omar. Et moi, j'ai publié un article le début du 2020 dans lequel où je parle des avions, en fait. C'est des aéronefs, on va dire des aéronefs. Les aéronefs en question sont 3, en fait. Et ils sont, en fait, gérés par Evorijet. C'est une société écran oui. D'abord. La société Evorijet, c'est une société totalement écran. C'est pas une vraie société. La preuve, cette société gère 3 avions. C'est 3 aéronefs. Les 3 aéronefs, une déjà, c'est l'État djiboutien qui l'avait acheté et c'est l'avion présidentiel. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait un avion présidentiel. L'avion présidentiel fait dans une compagnie privée, premièrement. Deuxièmement, il y a 2 autres avions. Les 2 autres avions, là, est bloqué à l'aéroport de Mulhouse, en France, je crois. Oui. La dernière, qui est toujours fonctionnelle, a eu un accident en 2018 à Dubaï. Et dans le rapport
dans le rapport du Bureau des accidents internationaux, c'est marqué que cet aéronef appartient à ACAS, une société d'aviation qui s'appelle ACAS, qui a son bureau à San Marino, en Irlande et au Canada. D'accord. Moi j'ai fait mon enquête et j'ai découvert que cet avion a été vendu par une société qui se trouve à Genève. Le vendeur de cet aéronef, c'est une société qui se trouve à Genève et qui s'appelle Ontaris. Donc, bon, la société. C'est très intéressant tout ça. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas transparentes derrière. Exactement, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ensuite? Ensuite, quand j'ai fait mes enquêtes, j'avais publié que, en fait, on a découvert que ces avions faisaient du trafic en fait de drogue. Nous avons publié un article sur ça. Tommy a porté plainte. Tommy Taillero a porté plainte en Suisse au ministère public de Lausanne, de la ville où j'habite, c'est un ministère d'arrondissement pour diffamation. Il a porté plainte contre vous pour diffamation, d'accord. Pour diffamation, c'était le 20 septembre 2020, l'année dernière. Oui. Là, il était appuyé par un avocat qui a Bignon-sur-Rue à Genève, qui s'appelle Maître Canonica. Oui. Donc, en portant la plainte, le ministère public de Lausanne m'a convoqué. Oui. Et en se présentant le 25 février à la convocation, moi, je savais pas pourquoi j'étais convoqué et par qui, pour quelle raison. Et j'avais reçu une convocation dans laquelle on me dit il y aura une médiation, tu dois te présenter au tribunal, de la part d'un juge, d'un procureur qui s'appelle Conta. Je me suis présenté le 25 février au tribunal et là, je suis tombé dans un guet-apens. Pour l'instant, au tribunal, à l'intérieur du tribunal même, du ministère public. Si je donne les détails, les gens vont bien comprendre, mais pour l'instant, vu qu'il y a l'instruction, je ne vais pas donner des détails. Oui. Donc, il y a eu un guet-apens. Vous nous parlez d'un guet-apens au tribunal. C'est quand même extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Tommy avait préparé un guet-apens avec une équipe qu'il avait recrutée de banlieues. C'était ses amis de banlieues de France qui ont grandi avec lui dans les banlieues de France, des banlieues de Paris, je vais dire. Dans la banlieue, oui. Dans la banlieue de Paris. Donc, ces gens, ils étaient deux, en fait. Et il y avait un autre que je ne connaissais pas, deux de race noire, un de race blanche. Et puis, c'est des avocats. Ils étaient en tout 6, en fait. Oui. Pour une je veux dire, une médiation, ils étaient 6. C'est extraordinaire, alors que moi, j'étais seul. Donc, si on est venu pour une médiation, si on se présente au tribunal pour une médiation, on n'a pas besoin de venir à 6 ou à 10. C'est toi et ton avocat, c'est tout. Ils étaient 6. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé dans l'enceinte du tribunal ou dans le couloir? Ça s'est passé dans le couloir du tribunal en face de la salle d'audience où on était convoqué. Oui. Donc là, Tommy m'agresse en premier et puis l'agression... Comment? Physiquement, verbalement? Non, physiquement. J'étais en train de parler avec Maître Canonica. Maître Canonica m'a abordé et j'étais en train de parler, c'est Maître Canonica qui m'a abordé. Là, je me suis retourné pour discuter avec Maître Canonica, son avocat, en fait. Oui. Et juste derrière moi, Tommy m'agresse. Il me donne un coup de poing à l'arcade. Ah, d'accord. Et là, comme c'est un endroit sensible où tu vas perdre connaissance, j'ai perdu connaissance, en fait. Et les coups se sont enchaînés, en fait. Il y a les autres il y a l'autre aussi qui a intervenu, qui a été avec lui. Maître Canonica n'est pas intervenu? Non, il n'est pas intervenu. Au contraire, il a fait un faux témoignage même. C'est étonnant de la part d'un avocat qui a pignon sur rue. Ouais. J'ai les documents sur lesquels il a fait son faux témoignage. Oui. Là, il y a la police qui intervient, la secrétaire la secrétaire comprend qu'il y a un bagarre, elle ne voyait pas bien ce qui s'est passé, mais elle comprend, elle fait l'alerte, elle sonne, il y a la police qui intervient, on nous arrête.
L'acte Canonica, maître Canonica, un faux témoignage, j'ai les documents avec moi dans lesquels il a témoigné. Et là, il a devant le procureur Contin, là, on le relâche Tommy Taïro. Alors, ça s'est passé où, au tribunal ou dans le commissariat de police? En fait, dans le ministère public de Lausanne, le tribunal, c'est un bâtiment, le tribunal se trouve au 3e étage et la police est au rez-de-chaussée. Et alors, ça s'est passé au rez-de-chaussée ou au 3e? Non, au 3e étage, devant la salle d'audience même, devant la salle d'audience. D'accord. Moi, c'est la police qui prend ma déposition. Oui. Et eux, c'est le procureur qui prend la déposition, le procureur Contin. Oui. Et là, il y a le Tommy n'a même pas dit un seul mot dans cette déposition. Ce n'est que son avocat qui a fait un faux témoignage. Oui. Oui. Là, nous sommes relâchés. Chacun prépare son dossier de son côté. Est-ce qu'il y avait un autre témoin qui est en ta faveur? Non, j'étais seul là-bas parce que c'était une médiation et moi je me suis dit il n'y a pas utilité de tribunal. Il n'y a pas des gens qui sont venus pour témoigner, la police n'a pas demandé? Non, comme c'était le Covid, on n'était que les deux à être convoqués. Il y avait leur groupe et moi, c'est tout. D'accord, je comprends. Donc là, moi je dépose le 8, ça s'est passé le 25 février, le 8 mars, Tommy Taïro publie sur Facebook une vidéo qu'il avait tournée à mon égard alors que j'étais assis là-bas au moment où je suis arrivé. Oui. Et là, j'ai fait une plainte additionnelle pour tentative d'assassinat prémédité et coups et blessures graves. Là, voilà, nous avions été convoqués pour le 30. Alors, le dossier. Attends, une petite seconde, parce que ce soit bien clair. La vidéo, il y avait quoi dedans, dans cette vidéo? C'était la scène où il t'a frappé? Non, c'était pas la scène de l'agression, c'était plutôt avant l'agression. C'est avant l'agression. Bon, c'était simplement ta présence au tribunal. Ma présence au tribunal. D'accord. Là, alors, tu as porté plainte. Est-ce que tu as vu un médecin après l'agression physique? Oui, je vis même l'unité médicale, l'unité des violences du centre universitaire médical de Lausanne, qui a fait un rapport conséquent. D'accord. D'accord. Donc, il y a la preuve des coups que tu as reçus. Exactement. Bon, tu as porté plainte et vous avez été convoqué le 30 août. Alors, le 30 août, Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 août? Le 30 août, on a été convoqué, le dossier a quitté le ministère public de Lausanne, il est parti au ministère central du canton de Vaud. Oui. Donc, c'est une instance plus haut que celle où l'affaire s'est passée. Oui. C'est une instance pénale. Oui, une instance pénale. Oui. Et de leur côté aussi, ils ont déposé une plainte pour agression avec un faux document médical. Oui. Et malgré qu'eux-mêmes, ils ont déposé une plainte encore pour agression, ils disent que là-bas, il n'y a pas eu une agression, mais c'était un bagarre, ils ont dit dans leur plainte. Oui. Le 30 août, ils ne se sont pas présentés. C'était le lundi, il y a quelques jours. C'était au début de cette semaine. Ils ne se sont pas présentés au tribunal, on était seuls. Les deux derniers avocats, d'abord, il avait pris des avocats à Genève et ils ont désisté parce qu'ils savent que ce dossier n'a pas de chance. Il a pris des autres avocats à Paris qui ont eux-mêmes envoyé un courrier en disant qu'ils s'est retiré de cette affaire. D'accord. Donc les avocats suisses et les avocats français ensuite se sont retirés. Exactement. D'accord. Donc il a un avocat alors maintenant? Non, à ma connaissance, il n'y a rien dans les dossiers. Donc le 30 août, il n'était pas présent ni représenté. Voilà, il n'était pas présent et il n'était pas représenté. D'accord. À ton avis, pourquoi n'est-il pas venu?
Parce qu'il a peur qu'il ne quitte pas la Suisse, qu'il se fasse arrêter tant que la procédure est en cours. Mais c'est quand même le gendre d'un chef d'État. Il Oui, a, mais il a, il a une certaine immunité diplomatique, non? en Suisse, il n'a aucune immunité diplomatique. Il n'a qu'une immunité diplomatique à Djibouti parce qu'il n'occupe aucun poste de responsabilité à Djibouti et ce n'est pas un Djiboutien, donc il n'a aucun poste de responsabilité en Côte d'Ivoire ni en France. Simplement, il s'est dit être le consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Djibouti, donc la loi en Suisse ne reconnaît aucune immunité diplomatique pour lui parce qu'il n'a aucune fonction, il n'a aucune immunité diplomatique, rien n'est déclaré ici à son D'accord. égard. Il est toujours de nationalité ivoirienne. Il a sa nationalité ivoirienne et il a la nationalité française aussi. D'accord. Alors, comment tu vois la suite de cette affaire? La suite de cette affaire, c'est je crois qu'il y aura une deuxième chance. En tout cas, la justice, je crois qu'elle va lui donner une deuxième chance, une convocation, pour qu'il s'explique et qu'il donne une raison valable de son action, parce qu'on sait que moi personnellement, je sais que c'est sur ordre d'Ismaël Omar qu'il a agi. Donc, c'est à lui de dire si c'est le contraire. Mais je crois que le tribunal, je ne suis pas sûr parce que le tribunal peut décider ce qu'il veut, mais c'est que moi, je pense qu'ils vont lui donner une deuxième chance. Et je ne suis pas sûr qu'il va se présenter parce qu'il se peut qu'il soit bloqué ici le temps que la procédure finisse. Oui. Donc l'unique solution, c'est la médiation. Qu'il demande à une médiation dans cette affaire, c'est l'unique solution qui nous reste. Autrement, la justice va faire son cours et je crois qu'on n'est pas dans un état bananière. La Suisse n'est pas un état bananière. Elle n'est pas connue pour ça. Elle n'est pas connue pour ça, oui. Donc, parce que quand je vous dis état bananière, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, Jean-Michel, c'est le 21 de ce mois-ci, on était convoqué pour le 30. Le 21, 9 jours avant, c'est-à-dire 8 jours, 9 jours avant, le même Tony a publié une autre vidéo encore sur Facebook comme s'il se moquait de la justice suisse. Tu pourras me l'envoyer, celle-là? Oui, je peux vous l'envoyer. Eh bien, volontiers, volontiers. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu vois comme solution, comme porte de sortie pour le gendre de Guélé? C'est la négociation. C'est demander une négociation, c'est tout. Et qu'est-ce que tu penses que on va te demander dans la négociation? C'est prendre en charge d'abord de payer tous les dégâts qu'il a fait, c'est-à-dire le frais de justice, tous les dégâts, la réparation pour le plaignant qui est moi. Oui. Donc c'est quelque chose qui peut aller dans les 5 millions d'euros, je crois. Bon, je te laisse cela. Alors, cette affaire, j'espère que tu vas m'envoyer d'abord la vidéo et puis que tu nous indiqueras la suite qui va arriver sûrement. Oui, je vous ferai part de la suite. Par ailleurs, j'ai bien noté aussi que tu étais, en tant qu'ex-syndicaliste, très présent lors des conférences annuelles de l'OIT, notamment pour tenter de faire condamner Djibouti, qui nomme des syndicalistes clonés, en fait. Exactement. Et chaque année, tu publies, et chaque année, le bureau de l'OIT exprime des réserves et demande à Djibouti d'améliorer les choses et lui donne encore une chance. Crois-tu que cette année, je ne sais pas quand est le congrès de l'OIT? Normalement, ça se tient entre mai et juin, mais l'année dernière, ça n'a pas lieu. Cette année aussi, on n'est pas sûr parce qu'à cause du Covid, oui. Il n'y a pas eu un vrai congrès, on peut dire. Donc, on espère cette année, mais on n'est pas encore sûr. C'est au mois de mai et juin. En fait, l'année prochaine, on espère. Cette année, il n'y a pas eu, l'année 2020 aussi, il n'y a pas eu deux ans de suite. Donc, 2022, on espère qu'il y aura un congrès en tout cas, qu'il y aura le congrès de l'OIT. Mais Djibouti avait des dates limites pour corriger son attitude, non?
Exactement, il avait des dates limites, mais tout le monde sait que c'est un État voyou. Tout le monde sait qu'ils ont affaire à un État voyou. Et c'est comme si tout le monde s'est lassé et tout le monde dit non, c'est toujours les mêmes conneries qu'ils vont nous amener. Donc, il faut les ignorer en fait. Parce qu'à la conférence, Djibouti est ignoré carrément. Hein. Si vraiment c'était des gens ils n'ont plus le droit de vote, déjà, ils n'ont plus le droit de vote. Ils n'ont plus le droit de vote, mais ils ne sont même pas considérés à la conférence. C'est quand ils sont là, quand ils prennent la parole, c'est comme si tout le monde s'est dit ah oui, c'est les comédiens qui sont arrivés encore. Donc, si c'était vraiment des gens dignes d'un tel étoffe, je crois qu'il allait décider d'arranger les choses depuis longtemps. Voilà, mais on sent qu'il y a une mauvaise foi permanente. Exactement. D'accord. Il n'y a pas que les syndicats. Il y a même le tribunal de Londres. Il y a un jugement du tribunal de Londres dans l'affaire de Boré, où le juge Flo dit est-ce que nous avons affaire à un État ou à des voyous? Il se demande même. C'est un juge de Londres qui se demande s'il a affaire à un État ou des voyous. J'ai lu ça. Bon, eh ben, écoute, Hassan, merci beaucoup pour cet entretien.